Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur et le plaisir, au nom de l'association du 11 septembre en question, à vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle Paderewski pour une soirée exceptionnelle. Les plus âgés d'entre vous se souviennent parfaitement du moment où ils ont appris l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Pour nous, il en est de même lorsque ce 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center se sont écroulées, se sont effondrées. 8 ans après, cet événement laisse de très nombreuses questions sans réponse, ceci malgré les conclusions du rapport de la commission d'enquête officielle publié en 2004. Vous ne repartirez donc pas ce soir avec des réponses aux questions que le monde entier se pose. Non, pas du tout. Ce n'est d'ailleurs pas le but de notre association. Nous allons au contraire vous offrir la possibilité de vous poser de nouvelles questions et d'ainsi ne pas mourir idiot. Ceci grâce aux informations qui va d'abord nous apporter le film Zéro, enquête sur le 11 septembre, ainsi que par le débat qui suivra. Le film que vous allez voir, dont M. Chiesa est l'auteur, a été produit grâce au soutien de centaines de citoyens italiens. Il a été diffusé hors compétition au Festival du film de Rome en 2007 et a reçu une critique unanimement positive par l'ensemble de la presse italienne. Pour en parler, je vais tout de suite laisser la parole à M. Giulietto Chiesa, que je vous demande d'accueillir par une ovation. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez déjà écouté comment on a fait ce film. On n'a pas eu des producteurs. On peut dire on a eu un grand producteur collectif de 400 personnes qui nous ont donné l'argent pour faire le film. Maintenant, après, on va discuter de toutes les choses que vous voulez demander après avoir vu le film. Je veux dire seulement que je suis très content d'avoir fait un film sans producteur, mais avec l'argent des gens. Parce que cela signifie qu'il y a des personnes qui ne veulent pas mourir idiots, comme vous avez dit très bien, et qu'il y a une énorme quantité de personnes qui voudraient connaître la vérité. Il faut les rejoindre. C'est le problème, parce que les mainstream médias ont fermé la porte. Immédiatement après le 11 septembre, était évident. Dans cette année, on a combattu la bataille pour parler avec le peuple, avec les gens. Le mainstream a fermé la porte. Les télévisions officielles n'ont accepté pas de distribuer les films, avec 3 exceptions. Jusqu'à ce moment-là, c'est la télévision, le premier canal de la télévision russe qui l'a montré en première à 9h le soir de vendredi 12 septembre de l'année passée. Je veux dire que le film a été vu par 30 millions de personnes seulement en Russie, mais il faut ajouter 10 millions d'Ukrainiennes, et le film a été vu en Kirghizie, en Ouzbékistan, en Tadjikistan, dans une partie de l'Europe et de l'Est. J'ai reçu des emails par tout le monde, de l'Est européen jusqu'aux confins de la Chine. Le deuxième canal qui a montré ce film a été Al Jazeera avec des sous-titres arabes. Et le troisième, c'est la plus belle nouveauté de ce mois, le film a été montré par la télévision nationale autrichienne il y a 20 jours. Donc, piano piano, comme on dit en italien, le mur va se rompre, le film existe, il est, on peut dire comme ça, un instrument de travail et de bataille politique. Il va rester pour longtemps comme ça. Maintenant, nous l'avons mis sur Internet avec une petite coût, c'est-à-dire vous le pouvez regarder
est déchargé en anglais pour le moment, en anglais, en italien et en espagnol. Suivra très vite la version russe, la version française, la version allemande et la version chinoise, japonaise. On veut faire toutes les possibles versions. Je vous donne le site si vous êtes intéressé. Pour moins que $3, vous pouvez voir le film sur Internet. Sur le site www.megatrix.it Italia/0film. C'est la place où vous pouvez trouver le film. Je vous donne seulement cette petite information. On va vendre le film sur Internet. On espère qu'on peut gagner suffisamment d'argent pour faire le film Zéro numéro 2. Parce que, je le dis, c'est un programme politique. Après la fin du film Zéro, que vous pouvez voir ce soir, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, une quantité énorme de documents qui nous donnent la totale confirmation de ce que nous avons commencé ici. Mais il faut collecter tous ces matériaux, analyser les matériaux, les montrer et faire parler des autres personnes. Et cette fois, je veux arriver directement aux États-Unis à parler avec les membres de la commission officielle. Parce que maintenant, nous savons que la commission officielle, 9/11 Commission, qui a produit 500 pages de réponses officielles, a complètement falsifié l'entière histoire. Je peux le dire avec totale sécurité et je peux le répéter partout. Je n'ai pas peur de le faire et je le ferai. Donc le Zéro numéro 2 sera la tentative de faire parler ceux qui ont menti directement pour vous, pour votre attention et pour votre divertissement. Bonsoir. Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please, I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm Now, going to die. I know. you're It's so hot. I'm burning up. Hello? Help! hello, ma'am. Help! Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Many to fight. Birthplace of bin Laden's terrorist organization, Al-Qaeda, making him arguably the most wanted man in the world. The terrorist with surprise name. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive. If you go to the FBI website, they've got Osama bin Laden. And if you go to Osama bin Laden's webpage on the FBI Most Wanted Terrorist list, you find that he's been indicted for the 1998 attacks, but not for 9/11. And in fact, a number of journalists called up the FBI and said, well, look, why have you not connected bin Laden to 9/11? And they said, well, I'm afraid we just don't have the evidence. Messieurs, avant d'ouvrir le débat, je vais passer la parole au président de notre association, le 11 septembre en question, Monsieur Richard Gollet. Je vous prie d'applaudir. Merci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Rapidement, nos buts sont simples. Diffuser l'information sur les événements du 11 septembre et promouvoir le débat auprès du public en Suisse. N'étant pas des experts, nous avons à cœur de donner la parole à des professionnels et des professeurs d'université qui expriment des doutes face à la version officielle. Cette soirée
est la 4e que nous organisons depuis la création de notre association le 31 janvier 2008. Le 28 février 2008, au Forum Mérin, devant une assistance de 500 personnes, nous avons reçu 2 professeurs d'université suisse. Daniele Ganser, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bâle, a montré le lien entre la réalité toute prochaine de la décroissance de la production pétrolière mondiale et l'invasion de l'Irak. Il a exposé l'exemple d'une manipulation du terrorisme par l'OTAN pendant les années de plomb en Italie et souligné plusieurs invraisemblances de la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Pour les personnes qui seraient intéressées, il a publié un livre que nous avons en dehors en français. Ça s'appelle « Les réseaux secrets de l'OTAN », je crois. L'autre professeur était le professeur en finance de l'université de Zurich, Marc Chesnay, qui a montré, chiffre à l'appui, la haute probabilité de délits d'initiés dans les jours qui ont précédé le 11 septembre 2001. Les personnes savaient manifestement que des attentats allaient avoir lieu prochainement à New York. Le 11 novembre 2008, à l'Uni Dufour à Genève, Richard Gage, président de l'association US Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, a exposé les indices et éléments indiquant une probable démolition programmée des 3 tours du World Trade Center. Le 18 avril 2009, à Lausanne, David Ray Griffin, professeur émérite de philosophie des religions et de théologie, pilier du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, a donné lecture de son texte intitulé « Un nouveau regard sur le 11 septembre ». Il est consultable en français sur notre site. Notre site, donc, c'est www.11septembre.ch. 8 ans après, le débat démarre enfin dans les médias traditionnels. Sur plusieurs chaînes de télévision, en France particulièrement, des personnalités comme Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur, ou encore Éric Reynaud, grand reporter et auteur du livre que nous vous recommandons, le 11 septembre, les vérités cachées, ont clairement affirmé qu'il est de notre devoir de se questionner sur la version officielle. L'argument le plus important, selon nous, est le suivant. Je cite un article du journal anglais Guardian du 12 septembre 2007. Les 2 présidents de la commission d'enquête officielle, Thomas Keane et Lee Hamilton, déclarent dans leur livre Sans précédent, publié en 2006, qu'on les a mis en situation d'échec dans leur mission et qu'il ne leur a pas été attribué de fonds suffisants pour mener à bien une investigation. Ils affirment également que tout a été mis en œuvre pour les empêcher d'établir les faits dans leur vérité et qu'ils ont été induits en erreur par des hauts responsables du Pentagone et de l'administration fédérale de l'aéronautique. Selon eux, ces fraudes et cette obstruction doivent être assimilées à des crimes. Nous voulons remercier particulièrement ici ce soir la télévision participative TV Bourdonnette qui s'est offerte pour couvrir le débat ce soir. Il sera consultable prochainement sur leur site internet. Nous remercions également la commune de Lausanne et la direction du casino de Montnon pour nous avoir permis d'organiser cette manifestation dans leur magnifique salle Paderewski. Nous remercions chaleureusement nos amis de l'association française Loi 1901, Reopen 911, pour avoir réalisé le sous-titrage et le doublage en français du film Zéro que vous venez de voir. Nous remercions également les éditions 2001 qui ont financé ce doublage et ce sous-titrage. Les éditions 2001, donc, vous pouvez découvrir, ils ont une collection qui s'appelle Résistance, où il y a vraiment des livres de référence sur le 11 septembre qui ont été traduits de l'anglais. Pour rappel, enfin, notre association est constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil. Notre association, le 11 septembre en question, est démocratique, indépendante et apolitique.
Les valeurs de l'association reposent sur l'ensemble des droits humains, notamment définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, qui protège l'égalité et la dignité de tout être humain. La liberté d'expression et d'information en constituent des conditions essentielles. Nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre notre association en tant que membres ou sympathisants. La diffusion d'informations et le débat sur le 11 septembre sont, selon nous, un élément clé pour orienter notre société actuellement en profonde mutation vers un avenir plus stable et plus respectueux des valeurs démocratiques qui nous sont si chères ici en Suisse et dans le monde. L'union fait la force, nous comptons sur vous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent débat. Nous allons maintenant ouvrir le débat. Nous avons des micros qui vont circuler dans la salle. Nous vous demandons d'être concis dans les questions et de, si possible, rester un maximum dans les généralités. Est-ce que vous avez déjà quelques questions? Moi, je voudrais poser la question à M. de la Chiesa. Qu'est-ce qui en est devenu, qu'est-ce que sont devenus les passagers de ces avions? Est-ce qu'il y avait des passagers ou est-ce que c'est encore un énigme? Moi, je vais répondre immédiatement, je ne le sais pas. Vous avez écouté sur l'avion American Airlines 77, qui est même une de notre témoins, dit qu'il a disparu pour 36 minutes. C'est la version officielle qu'ils nous ont donnée. Il a disparu des radars pour 36 minutes. Comment il a pu disparaître? Il y a seulement deux hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il est atterri, je ne sais pas où, et que les passagers auraient été débarqués. L'autre hypothèse, c'est qu'il voulait trop bas, mais c'est presque impossible pour un avion de ce type-là de disparaître pour 36 minutes, voler à une hauteur de 2, 3, 5, 10 mètres. C'est impossible. La dernière hypothèse, c'est qu'il a été abattu, pas là, dans une autre place. L'enquête officielle a démontré que pour cet avion, les autorités ont recueilli les DNA de tous les passagers et des 15 terroristes. Comme ils ont fait, personne ne le sait pas, je ne sais pas, peut-être. Mais cet avion s'est écrasé dans les pantalons, ce que je ne crois pas, et l'avion est disparu, ou s'est vaporisé, ou s'est écrasé dans une façon complètement totale. Alors, le problème, c'est comment ils ont trouvé le DNA de tous les passagers des 15 terroristes. Donc, vous savez, vous voyez, ce sont des choses que nous savons. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Personnellement, je pense que les gens sont morts, étaient à bord de cet avion. Pour tous les cas, il y avait des passagers. C'est mon hypothèse, la plus probable. J'ai examiné toutes les choses possibles. Beaucoup de choses on n'a pu pas mettre sur le film parce que c'était très compliqué. Mais une possibilité réelle, c'est que les 4 avions étaient passés sur la guide automatique d'un avion ou d'un système de commande extérieur. Je pense que c'est très probable. L'analyse des changements de parcours, c'est-à-dire le détournement, etc., des 4 avions montre que le premier avion a été détourné, le deuxième avion a changé de direction quand le premier avion a touché la tour nord, le troisième a changé de direction quand le deuxième avion a
touché la tour 2. Le troisième, le même. Le quatrième, le même. Donc, il y a une certaine possibilité de démontrer, en analysant les données officielles, qu'il y avait une relation entre les 4 avions. Quelle relation, ce n'est pas possible de le savoir, parce que les 4 avions n'avaient pas de communication entre eux. Les 4 avions n'étaient pas en communication entre eux. Comment on peut expliquer que l'avion numéro 2 change de direction quand l'avion numéro 1 touche la tour nord? Ce sont des correspondances incroyables. On a fait l'analyse sur la base des données officielles. Ce n'est pas nous que nous avons compilé l'ordre de changement. Ce sont les données officielles. Et si vous allez analyser, si nous le faisons, si nous allons faire le film numéro 2, on va le montrer exactement, seconde par seconde. Alors, c'est possible que les 4 avions avaient des communications entre eux? Peut-être, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel. Donc, il reste un mystère. Qui a guidé ça? Comment l'ont fait? On peut dire comme ça, avec absolue certitude, qu'il est possible de guider des avions de ce type à l'extérieur. Et il y a aussi un document, il est possible de point de vue technique. On a plein de mesures, il y a les apparatures, il y a le système de communication, il y a comment il s'appelle, les avions, je ne sais pas en français, comme on dit, les drones, qui sont maintenant très diffusés. Il y a déjà 15 ans qu'il y a les drones, au niveau très sophistiqué, donc parfaitement possible. Il y a une autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est que la CNN, il y a 1 an et demi, a montré, c'est étonnant, personne ne le sait, mais vous le pouvez voir sur YouTube, si vous retournez à la maison ce soir, vous pouvez écrire sur YouTube ou sur Google, écrivez Doomsday Plane. Doomsday Plane. En anglais, cela signifie que l'avion fin du monde. Vous retrouvez le film, qui est de la CNN, pas notre, dans lequel le journaliste de la CNN montre l'avion blanche, je souligne la phrase l'avion blanche, qui survolait Washington le matin d'11 septembre, exactement dans le moment où l'autre avion s'écrasait au Pentagone. Quel est cet avion? La CNN montre très bien, parfaitement du point de vue technique, que cet avion est l'Air Force No. 2, c'est-à-dire l'avion numéro 2, qui est le commande central de l'armée américaine en cas d'attaque nucléaire, de guerre mondiale. Cet avion survolait Washington exactement dans ce moment-là, et la télécaméra, c'est-à-dire les images, le montrent. Alors la question c'est, pourquoi cet avion était là-bas? De cet avion, on peut contrôler plusieurs autres avions. On peut guider plusieurs autres avions. Et cet avion était là-bas quand rien ne motivait pas sa présence. Alors les journalistes demandent. On va demander à quelqu'un, j'espère qu'il nous donne l'explication. Alors ils vont demander à M. Hamilton. Qui était le président de la commission spéciale pour l'11 septembre. Et Hamilton dit, je ne savais rien. Personne ne savait rien. Le Pentagone répond, mais la question reste, qu'est-ce qu'il faisait cet avion, l'avion stratégique américain, sans le président, parce que le président était sur l'autre avion? Et comme il pouvait être là-bas, exactement dans le moment où l'autre avion allait s'écraser dans le Pentagone. Pour être là-bas dans le même temps, il faut imaginer qu'il s'était élevé en vol avant. Donc, comme vous voyez, si on va accumuler des nouvelles données qui sont chaque jour plus impressionnantes. Donc, je termine sur la question. Si on imagine que cet avion soit été pris sous contrôle par quelqu'un à l'extérieur,
On doit imaginer que les 4 avions étaient préparés pour avoir les commandes techniques à bord. Cela signifie une énorme quantité d'organisation des services secrets américains et peut-être aussi même que les terroristes étaient à bord de cet avion, mais qu'ils sont morts sans savoir même ce qui s'est passé. Leurs aussi peut-être sont été entrappés dans une situation dans laquelle ils ne connaissaient pas le significat, comme presque toujours. Dans chaque de ces opérations de terrorisme d'État, il y a toujours des exécuteurs qui ne savent pas ce qui se passe. Ils sont pris, ils sont utilisés, mais qui ne sont pas partie d'un jeu plus grand. Donc, on peut rester ici. Les choses sont, les chiffres sont là, les images sont là, les documents sont là. Les réponses n'arrivent pas. Il faut continuer l'enquête, c'est notre demande. Nous voulons qu'une autre enquête se substitue à l'enquête officielle qui a été clairement et ouvertement pacifiée. Donc, on reste ici. Justement sur ce thème-là, vous avez écrit la vérité sur le 11 septembre, nous ne la connaîtrons jamais. Donc pensez-vous encore à leur judicieux de se battre pour faire réouvrir cette enquête? Je suis pessimiste. J'ai dit comme ça et je le répète, c'est très difficile de savoir la vérité, mais le fait de faire la bataille est déjà une façon de répondre au problème. On peut rester en silence et on peut subir la violence de ceux qui ont fait ça, c'est-à-dire contre nous, parce que personne ne peut pas penser que l'11 septembre regarde seulement ceux qui sont morts là-bas. L'11 septembre, c'est le commencement de la guerre en Afghanistan, c'est la prosecution avec la guerre en Irak, c'est la probabilité que la guerre va continuer contre l'Iran. Nous sommes en guerre, tout le monde est en guerre. Et donc, c'est contre nous qui a été organisé. Et alors, je pense que n'importe si on réussira à savoir la vérité, ça importe que nous combattons. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est une forme de démocratie, si vous voulez. Mais en tout cas, la raison pour laquelle j'ai dit qu'on ne sait pas la vérité, il sera difficile de le savoir, c'est que malheureusement, c'est ma personnelle opinion, nous sommes dans une crise assez grande, sans précédent. Je pense que nous sommes tous dans une crise qui est peut-être la plus grande de l'histoire de l'humanité en général, pas seulement de l'histoire. L'histoire de l'humanité, nous sommes à la veille des événements dramatiques. L'11 septembre était seulement le commencement. Et donc, si la crise, comme je l'avoue, sera très vite, la crise va se dérouler plus vite que la capacité que nous aurions de connaître la vérité, malheureusement. On a 15 ans, je pense, on a 15 ans, 20 ans de temps. Après, les choses vont se dérouler au dehors de la possibilité du contrôle humain. Et donc, il faut travailler maintenant. S'il y a des espérances, il faut le faire maintenant pour la nouvelle génération, pour défendre nos fils. C'est un devoir moral, je pense. Merci. Je crois qu'il y a une question. Vous parliez, on entend, parmi des éléments que vous allez mettre dans le probable 02, le Doomsday Play, est-ce que vous pouvez parler d'autres éléments que vous prévoyez de mettre dans ce film? Il y en a beaucoup, je veux parler longuement. J'ai déjà écrit une petite partie de cette sceneggiatura, je ne sais pas comment dire en français, scénario. Et il y a des autres amis qui travaillent sur cette direction. Par exemple, j'ai déjà nommé la question de l'avion blanche. C'est une des chapitres. Après, vous savez que nous n'avons pas, vous avez vu le film, nous n'avons pas parlé du 4e avion. Parce que le problème était que pour faire un film pour les écrans cinématographiques, pour la télévision, il faudrait avoir une longueur limitée.
Donc, ce film est déjà très long, 106 minutes. Alors, on a décidé de ne pas parler du quatrième avion pour raison de temps. Pas pour soi, nous n'avons pas des arguments sur les 4 avions. Le quatrième avion a le même type de problème qu'on a vu déjà. Alors, on va reprendre la question du quatrième avion. On va reprendre plusieurs questions, en lesquelles je veux vous les raconter. Personne ne sait pas, ou très peu, connaît le fait que la commission officielle d'enquête a donné, on peut dire, validé la narration des téléphonies des mobiles qui ont été faits par les avions détournés. Je crois que vous avez tous lu l'histoire de Mr. Olson, qui avait reçu le coup de fil par mobile de sa femme, Barbara Olson, qui était à bord exactement de l'avion American Airlines 77. Alors, avec grande surprise, on a appris que l'FBI avait fait une analyse détaillée de tous les coups de fil qui sont sortis des avions détournés. C'est très facile de le faire. Vous prenez tous les tabulati, les tables des conversations des mobiles, et vous pouvez immédiatement avoir la réponse. L'FBI a fait ça dans les 2003. Le document de l'FBI a été transmis en juillet 2004 à la commission officielle d'enquête. La commission officielle d'enquête n'a pas regardé ce document, mais dans ce document, il est écrit très clairement qu'il n'y a eu de l'avion AA-77 aucune téléphonie. Donc, c'est-à-dire que M. Olson, qui travaillait au département d'État, a menti quand il a dit que sa femme lui a téléphoné par avion. Si vous allez lire le rapport officiel, vous trouverez la téléphonie de Mme Olson, Barbara Olson, 2 fois. M. Olson a raconté que sa femme a parlé avec lui 2 fois pendant le détournement de l'avion. C'est complètement faux. L'FBI a trouvé qu'il y a eu seulement une tentative de l'avion avec 7 téléphones qui a duré exactement 0 seconde. 0 seconde. C'est-à-dire que la femme a cherché le téléphonie, mais n'a pas réussi. Alors la question c'est, et on peut chercher de parler avec Mr. Olson, je voudrais bien le faire. Et si on fait le deuxième film, on ira à chercher de parler avec M. Olson, de demander, excusez-moi, vous avez parlé avec votre femme. Et comment vous expliquez le fait que vous avez menti à la commission? Et après, je voudrais aller à parler avec M. King et M. Hamilton et demander, vous savez que l'FBI avait vous donné ce document et vous n'avez pas utilisé? Et donc, je rappelle les articles de la presse américaine, la dramatisation, Barbara Olson est en train de mourir et parle avec son mari et dit « je t'aime beaucoup », etc., etc. Tout était inventé. Était inventé par Mr. Olson et la commission officielle a ignoré ce que l'FBI a donné. Donc, vous comprenez que le film serait très amusant de le voir. On peut écouter leur réponse. Je vais demander si je peux obtenir leur réponse. Mais de ce type de choses-là, il y en a comme vous voulez. Et une autre chose maintenant, je vous dis, j'ai porté avec moi ce livre. Vous voyez, en italien, l'édition italienne s'appelle Omissis, et en latin signifie ce qui a été cancellé. Okay? Et le sous-titre c'est tout ce que vous voudrez savoir sur le 11 septembre, mais qu'ils vous ont empêché de connaître. Ce livre a été écrit, pas par moi, mais par Mr. Philip Shannon, qui est renommé journaliste du New York Times, très renommé.
journaliste d'enquête, comme on peut dire, d'investigation. Alors, M. Philippe Shannon nous a raconté, entre les autres choses, ici il y en a beaucoup, 500 pages, que pratiquement toute la commission officielle d'enquête a été une falsification platéale du commencement. Chad a lu la lettre de M. Kim Hamilton après 2 ans. Après 2 ans, après la conclusion. Ils cherchent de se séparer parce qu'ils sachent très bien ce qui s'est passé dans cette commission. Ils ont approuvé, par exemple, la nomination de M. Philippe Zelikow à directeur exécutif de la commission. Mais il ne pouvait pas être là. La loi institutive de la commission prévoyait que personne qui avait travaillé avec le gouvernement américain ne pouvait être membre de la commission. Et ils ont mis Philippe Zelikow, qui était très proche de Condoleezza Rice, très proche de Karl Rove, le plus proche collaborateur de Mr. Cheney, qui avait écrit même, lui, le document de la défense stratégique des États-Unis pour l'année 2000. Donc, il y a un complet conflit d'intérêts directement du commencement. Mr. Keane et Mr. Hamilton savaient parfaitement que Philippe Zelikow, au commencement du travail de la commission, avait déjà écrit la structure du rapport final. Il y avait encore eu le commencement du travail et déjà la commission, monsieur Philippe Zelikow, personnellement, avait déjà écrit l'histoire de la commission. Et je peux continuer. Mais il y en a 2 choses très, très amusantes que dans les films on va montrer. 2 choses qui ont été complètement démontrées ici. Il y a tous les documents ici. Monsieur Shannon a travaillé très bien. Alors, on sait maintenant que 2 des terroristes qui étaient qui devaient guider l'avion, l'avion du Pentagone, Al-Mindar et l'autre, je me rappelle le nom, mais maintenant je vous le dis. Les 2 terroristes qui étaient à la guide de l'avion du Pentagone ont vécu 8 mois à San Diego, dans la maison d'un agent de l'FBI. A été démontré. Ces choses ont été trouvées, pas par moi, mais par les membres du staff de la commission officielle, qui ont recueilli les documents et les ont envoyés à Mr. Zelikow, à Mr. Keane, à Mr. Hamilton, et toutes ces données sont disparues. Et donc, on a une agent de l'FBI qui a hospité 2 terroristes pour 8 mois dans sa maison, qui n'a jamais été interrogé. Personne n'a demandé rien. C'est la première. La deuxième chose qui est peut-être la plus impressionnante que notre ami Philippe Shannon a publié, est qu'ils ont calculé, eux et les autres collaborateurs, que pratiquement toute la description d'Al-Qaïda, d'Osama Bin Laden, des terroristes, qui a été écrit dans la commission officielle d'enquête, est fondée sur les interrogatoires avec torture qui ont été faits sur 3 prisonniers secrets de la CIA. Le plus important de 3 est Khaled Sheikh Mohammed. Alors il dit même que si 90% de la commission a été basée sur des interrogations où on sait, parce que les officiels ont confirmé, qu'il a été utilisé la torture, n'ont aucune validité, 0 juridique validité. Oui. Donc, toute la commission est complètement déprivée de chaque fondation. 0 fondation. C'est-à-dire, on va demander, on va nommer le deuxième film 0, in the sense that, je passe de l'anglais au français. La commission n'a pas aucune validité juridique, donc on sait déjà que pas seulement on mentit et on cherchait d'éliminer la vérité de l'entière histoire, mais que du point de vue juridique, ceux qui ont écrit
ne peut pas être accepté ni par la loi américaine, ni par la communauté internationale. Donc, ce sont des choses qu'on va montrer en détail et on va demander, on va augmenter les questions qu'on va poser. Pas seulement pour l'11 septembre, mais ce qui s'est passé après le 11 septembre. Et l'autre chose qu'on va faire, la dernière que je serai très intéressant de montrer, c'est de savoir comment le Patriot Act a été approuvé. Parce qu'il y a beaucoup de documents aussi très intéressants. Le Patriot Act, semble-t-il, on va vérifier toutes ces informations, a été préparé avant le 11 septembre. Avant le 11 septembre. C'était 300 pages d'amendements juridiques très compliqués que la plupart des députés ont approuvé sans lire. C'est déjà Michael Moore a parlé de ça dans son film. On va retourner sur ce point parce que c'est très intéressant. Donc, si quelqu'un a préparé le Patriot Act avant le 11 septembre, on a une autre supposition à faire. Donc, qui savait ce qui va se passer le 11 septembre pour provoquer le Patriot Act? Et après, il y a l'analyse que vous avez écoutée sur les questions économiques. On a des éléments très forts pour savoir qu'il y avait des personnes qui savaient davantage avant que le 11 septembre allait toucher deux compagnies d'aviation, c'est-à-dire American Airlines et United Airlines, et un certain nombre de compagnies d'assurance qui étaient liées au World Trade Center. Cela exclut, comme vous comprenez très bien, que les 19 terroristes ont travaillé en solitude. Autour de ces terroristes, s'ils ont participé consciemment, il y avait des groupes de personnes très influents qui ont travaillé en avance, et donc on a une autre preuve que l'11 septembre était préparé longuement par personnalités qui avaient un haut niveau d'information. Pas seulement des terroristes primitifs qui ne savaient pas même l'anglais. Donc, comme vous voulez, il y a la possibilité de faire pas seulement un film, 2, 3 films, continuer l'histoire. Mais il faut faire le film parce que les livres, 7 livres, je ne sais pas, 1000 personnes liront ce livre en Italie, je ne sais pas. En France, il n'a pas encore été traduit, j'espère que sera traduit très vite. Mais les livres ne sont pas suffisants, ne servent pas. Il faut montrer avec les yeux ce qui se passe dans l'histoire contemporaine. Merci madame, je crois que vous avez une question. Bonsoir. Vous avez en partie répondu à la question, mais je voulais savoir en fait qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur cette longue enquête et qu'est-ce que, je crois que vous avez en partie répondu, qu'est-ce qui vous motive à continuer à poursuivre 8 ans après cette investigation et à continuer à donner votre énergie de vie et d'homme pour faire ces films? Oui, j'ai déjà touché ce point, mais si vous voulez, je vais un peu plus en profondité. C'est ma idée stratégique. J'ai l'impression que l'11 septembre a été organisé par un groupe de personnes très influentes et très bien informées, surtout très bien informées. Le niveau d'information de cette couche est spécial. Ils savaient beaucoup de choses que nous ne savions pas. Nous sommes des personnes normales. Ceux qui organisent ces choses-là ne sont pas des personnes normales, sont des personnes anormales. Et donc, ils savaient très bien que l'économie américaine était déjà dans une crise sans précédent. L'année 2011, les États-Unis d'Amérique sont allés en récession pour la première fois depuis, sérieusement, pour la première fois depuis 30 ans, 40 ans. Ils le savaient. On sait par exemple que dans le printemps de 2011, les États-Unis sont entrés en récession. Étaient en contemporanéité avec la chute, l'écrasement de la Enron Corporation, qui était le premier signe, grand signe d'une crise, mais la récession était générale. On n'a pas eu cette information sur les médias mondiaux.
On a su que l'Amérique était entrée en récession en avril de cette année, seulement en novembre, c'est-à-dire après le 11 septembre. C'est étrange. Une des plus grandes informations de l'époque a été cachée dans l'attention du mainstream média pour 8 mois. Vous avez déjà ici la claire démonstration de la puissance de ceux qui ont le pouvoir. Ils ont fermé l'information, bloqué l'information pour 8 mois. Je connais très bien les raisons. Ils ne voulaient pas créer les paniques sur les marchés mondiaux, etc., etc. On peut trouver beaucoup de justifications, mais le fait, c'est là. Ils ont caché l'information, la plus grande information du moment, pour tout le monde économique mondial, financier, etc. N'est pas seulement pour ce motif-là, mais je pense que l'opération de l'11 septembre était une opération pensée logiquement, cyniquement, c'est évident, mais logiquement, pour compacter l'Occident autour des États-Unis. Les États-Unis allaient entrer dans une situation très difficile pour leur hégémonie, pour leur capacité de dominer le monde, de contrôler le monde, on peut dire comme ça. Alors ils ont pensé de réaliser une opération qui a été en fait déjà largement décrite dans le document qui a été nommé PNAC, Project for the New American Century. Ce document-là était sur Internet, vous pouvez le lire aussi maintenant, était un document qui a été écrit dans l'année 99, 18 et 19, donc avant, 2-3 ans avant le 11 septembre, dans laquelle ceux qui étaient les néocons, avaient déjà écrit « On doit changer le cours de l'histoire dramatiquement ». Probablement, ce changement durera trop de temps. Donc, il faut imaginer quelque chose de dramatique qui va accélérer le processus. Donc, vous comprenez ça. Si j'ai traduit bien, vous comprenez ce qui se passe. Donc, ces couches-là, déjà pensé de changer les cours de l'histoire avec quelque chose de dramatique. Mais probablement, dans 1998, ils n'avaient pas encore décidé comment. Mais c'était clair la nécessité de compacter l'Occident autour des États-Unis dans le moment où les États-Unis entraient dans la plus grande crise de leur histoire. Sur ce point de vue, ils ont gagné. On doit être franc. Ils ont gagné. Ils ont réussi. Le 11 septembre a changé l'histoire du monde et commencé la guerre contre le terrorisme. Ils ont individué le nouveau danger, c'est-à-dire l'islam. Merveilleux. Le communisme n'existait plus. Il faudrait chercher une autre grande ennemie, encore plus difficile à maîtriser, donc l'islam. Et ils ont dilationné la crise. Ici, c'est le point un peu plus critique pour eux. Ils ont réussi, mais ils ne sont pas réussi à maîtriser la crise. Ils ont seulement dilationné la crise. Vous regardez, vous, où nous sommes maintenant, exactement là-bas. 2007, 2008, la crise réelle est retournée, et encore plus grande. Parce que dans cette période, M. Alan Greenspan, qui est un des criminels plus grands du monde et devrait être aussi analysé en détail, M. Alan Greenspan, le secrétaire de Federal Reserve, qui était à la tête de cette opération. Ils ont commencé l'accumulation de nouvel argent, les mortgages, je peux pas traduire en français, l'hypothèque facile, dans laquelle il a commencé à croire la nouvelle boule, la deuxième boule, après la boule technologique qui a été explosée en 2000, 2001, 2002, ils ont créé une autre boule artificielle, complètement artificielle. Ils ont commencé la production artificielle de l'argent. Vous savez combien d'argent ils ont produit pendant 8 ans? Argent tout à fait virtuel, inexistant. Selon les calculs d'une sociologue italienne que j'aime beaucoup, qui est Luciano Gallino, a publié un livre merveilleux récemment en Italie, avec le titre « Avec l'argent des autres »,
Les calculs, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec tout le système de banques d'investissement, ont créé quelque chose comme 800 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1000 milliards. 800 000 milliards de dollars. Naturellement, ça était une monnaie virtuelle, mais avec cette monnaie virtuelle, vous avez un pouvoir énorme. Avec cette monnaie virtuelle, cet argent virtuel, vous pouvez créer des guerres, vous pouvez tuer, vous pouvez acheter des entiers groupes dirigeants de l'Occident. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Vous pouvez chantager tous les dirigeants politiques européens. Vous pouvez changer le gouvernement en Afrique, où vous voulez, etc., etc. Donc ils ont dilationné la crise de 7 ans. Mais la crise, c'est plus grande. Et où nous nous trouvons maintenant? Je pense que nous sommes dans une situation dangereuse parce qu'ils ont perdu le contrôle. Je pense comme ça. Et en fait, c'est comme ça. Monsieur l'ex-impérateur du monde, Obama, n'a pas le contrôle de la situation. Il ne contrôle pas même son parti. Il ne contrôle certainement pas l'économie américaine. Ils n'ont pas encore trouvé une solution parce qu'il faut trouver une place pour ces 800 trillions de dollars qui existent, circulent dans le monde, circulent dans tout le bourse mondiale. Où est l'argent? Maintenant, la plupart de l'argent est en Chine, en Russie, aux pays arabes. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne sait pas même comment ils maîtrisent cette situation. Personne ne le maîtrise. Il y a, à juillet, j'ai vu une information incroyable qu'à la frontière entre l'Italie et la Suisse, 2 personnes, l'information a été publiée par le New York Times sur la première page, sur la première, à la une du New York Times. 2 japonaises ont été arrêtées à Como, proche de la Suisse, avec une bourse, petite valise noire dans laquelle il y avait quelque chose comme 1 trillion de dollars. Où ils vont cet argent? Qui sont ça? L'histoire a commencé et disparu en 2 jours. Donc il y a des manœuvres qui sont complètement au dehors du contrôle populaire, du contrôle démocratique et du contrôle des gouvernements. Nous le savons bien. Mais c'est évident que la situation est très dangereuse. Donc, je vous demandais pourquoi continuer dans l'analyse et dans la découverte de ce qui se passe autour de l'11 septembre. Parce que l'histoire est commencée là-bas et n'est pas encore terminée. Nous sommes dans le centre de cette crise. Et alors, je voudrais souligner ça. La crise n'est pas seulement financière. La crise financière est gigantesque et ils n'ont pas trouvé aucune solution. Parce que si la crise était un excès de liquidité mondiale, vous savez comment ils ont résolu. Ils ont produit encore de l'autre liquidité. Ils ont nationalisé les banques, c'est-à-dire nous avons payé pour donner de l'autre liquidité à ceux qui sont faillis. Donc, il n'y a pas aucune solution, c'est évident. Bon, il y aura seulement une solution temporaire, peut-être une certaine reprise financière, mais la situation économique est dramatique. Mais le drame n'est pas seulement ça. Le drame vrai est qu'on est arrivé aux limites du développement possible. Vous pouvez imaginer seulement ça. Les Chinoises commencent à manger de la viande, comme nous. Mais si les Chinoises veulent manger la viande comme nous, il n'y aura de place pour nous et pour les Chinoises sur la Terre. On a besoin de 4 planètes. Ce n'est pas moi que je l'ai dit, c'est le Club d'Europe. J'ai parlé avec M. Ashok Khosla il y a 3 jours à Turin dans le World Political Forum. Et il a dit exactement comme ça. Si la situation va continuer comme on a défraudé le monde dans les dernières 50 ans, on va à une situation intenable. On a besoin de 4 planètes. On a seulement 1 planète. Et il y a une autre chose encore, pas seulement une question de quantité,
Parce que les Chinoises, les Indiens, probablement veulent aller en voiture comme nous. Et donc, il y aura le problème de la quantité de pétrole pour tous. Il n'y aura pas de pétrole pour tous à ce niveau de croissance. Impossible. Et pas seulement le pétrole, ce sont toutes les ressources naturelles. Donc, cela signifie que si on n'empêche pas ce type de développement sans sens, complètement déprivé de chaque rationalité, on va créer une situation dans laquelle l'émission de CO2 dans l'atmosphère va dépasser les possibilités d'équilibre dans notre écosystème général. On sait, ça je vous l'ai dit, comme membre de la commission spéciale pour le climat qui a travaillé pendant 1 an et demi au Parlement européen, j'étais là-bas, on a consulté les centres scientifiques de tout le monde pour arriver à la conclusion déjà acceptée par tous, 99% des scientifiques, qu'on a 15 ans de temps pour changer la curve de la production de l'hydride carbonique, comme vous disiez. Le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. CO2. 15 ans de temps. À décembre, on aura la conférence de Copenhague pour écrire une autre Kyoto. Les États du monde arrivent à cette rencontre complètement divisée. Les Chinois ont une hypothèse, les Indiens une autre, l'Amérique la troisième, l'Europe la quatrième. On n'a pas d'accord. On a 15 ans de temps. Mais quand je dis qu'on doit changer ou réduire drastiquement l'émission de CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, maintenant, demain, cela signifie proposer la réorganisation structurelle de l'industrie de tout le monde. Il faut changer notre vie. On a la possibilité de le faire dans un délai de 15 ans. Franchement, je pense que ce serait très difficile. Même si tout le monde est déjà convaincu de le faire. Même si tout le monde a déjà compris. Parce qu'il faut changer toute notre, notre perspective de vie, de travail, de loisirs, d'amour, de famille, de voyage. L'humanité n'est pas préparée à ça. Et ceux qui ont fait ce désastre, cette catastrophe, ceux qui ont créé les conditions de cette catastrophe sont les plus armés du monde. Et donc, réalistiquement, on doit regarder les choses. Ce type de personnes, qui sont je ne sais pas comment on dit en français, qui sont des fous. En réalité, ils sont des fous, mais sont très armés. Et alors, je pense que la tentation, c'est-à-dire d'utiliser la force, sera très forte. Vous pouvez imaginer le président des États-Unis, ou même M. Sarkozy, n'importe quoi, ou même Mr. Berlusconi. Vous pouvez imaginer cette personne-là dans une situation dans laquelle la majorité de la population n'a pas suffisamment au pétrole pour le chaleur, pour chauffer les maisons, ou pour faire marcher les automobiles. Vous pouvez imaginer ces personnes qui vont dire aux Américains, par exemple, chers concitoyens, nous avons vécu au-dessus de notre possibilité. Beaucoup au-dessus. Il faut renoncer. Il faut changer notre vie, peut-être en mieux. Je ne dis pas que serait pire, par exemple, aller en vélo. Peut-être ici, à Lausanne, c'est difficile, mais en tout cas, quelque chose on peut trouver. Je ne suis pas sûr que sans voiture, nous vivrons pire. Mais c'est difficile de le dire. Et alors, la solution meilleure serait faire la guerre, éliminer les concurrents. Éliminer les concurrents. Donc on ne parle pas d'une petite guerre. On doit parler d'une grande guerre dans laquelle une partie de l'humanité doit disparaître. Je comprends que ces choses-là sont très difficiles à digérer, je les comprends, mais les chiffres sont là. Les choses que nous savons sont là. Tout c'est clair. Alors, j'ai fini avec cette longue réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui
Peut-être une fois de ce côté-ci. Je pense que, comme beaucoup de personnes dans cette salle, vous connaissez le proverbe chinois qui dit quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et j'ai une question qui concerne l'événement, la fabrication, la mise en scène de l'événement lui-même, et pas comment il a été exploité après. Est-ce que l'insistance qu'il y a sur les avions et les terroristes n'est-il pas une simple diversion pour permettre une démolition contrôlée, bien camouflée? Oui, c'est exactement ce que je pense. Je ne dois pas ajouter beaucoup. Je pense que dans cette situation-là, la question a été posée plusieurs fois à moi dans différentes discussions. Pourquoi ils ont fait comme ça? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Ce n'est pas moi qui j'ai imaginé toute cette histoire. Donc je ne peux pas répondre pourquoi ils ont fait comme ça. Et ils connaissent très bien leur métier. Mais un de leur métier est de mettre toujours les choses dans une situation dans laquelle l'homme de la rue, la personne plus simple, doit être détourné du problème. Donc, il faut avoir un mélange de dramatisation, mais tragédie, de mort, parce qu'il faut que les gens aient peur. Et dans le même temps, on doit montrer la folie de quelqu'un. Donc les terroristes sont là-bas pour montrer qu'il y a des fous fanatiques qui sont notre ennemi. N'importe s'ils ont participé, s'ils savaient comment ils ont participé, combien ils étaient, n'importe rien. Cette fois, ils ont dit qu'ils sont 19, peut-être 24, 25, n'importe quoi. L'essentiel, c'est que les gens aient peur, la première chose. La deuxième, pouvoir identifier une ennemie. Et je vais ajouter un autre élément très important parce que cela démontre indirectement que ceux qui ont imaginé ça sont très bien acculturés. Ils ne sont pas des stupides, ils ne sont pas des violents, ils sont des hommes qui ont calculé perfectement. Et c'est l'élément peut-être le plus important. Parce que l'homme de la rue, chaque de nous, vit sa vie normale. Personne n'a pas, entre nous, n'a pas tué personne. Nous sommes tous citoyens plus ou moins respectueux. Mais pour imaginer de tuer à 5 fois 3000 personnes, vous avez besoin de montrer quelque chose d'anormal. Et donc la réaction immédiate de tous, c'est ce sont des fous. Seulement des fous peuvent créer une situation de ce type-là. Et ça devient crédible. Ouais, si vous pensez qu'un fou tue une autre personne dans la rue sans aucun motif, on peut l'expliquer, mais il faut être fou. Donc, la chose la plus intéressante, c'est qu'il faut montrer que seulement des fous peuvent imaginer et réaliser une chose assez monstrueuse, qui est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Parce que ceux qui ont organisé ça ne sont pas des fous, ce sont des personnes avec la cravate, avec la famille, qui siégeaient dans des offices, avec les computers, l'ordinateur, etc. Ce sont des personnes normales, avec le pouvoir et la connaissance. Donc, c'est-à-dire, l'opération est très compliquée. Et je parle avec vous, une personne qui vient de l'Italie, dans laquelle on a vu plusieurs fois ce type d'opération. Le terrorisme rouge, qui n'était pas rouge, la folie des terroristes, la mélange de toutes les motivations les plus compliquées, la terreur, on l'a vu. On l'a vu plusieurs fois, exactement le même. La dimension était un peu plus petite, parce que l'Italie compte rien. Mais cette fois, on a le plus grand coup d'État du monde, de l'histoire du monde. Donc il faut tuer plusieurs personnes à 5 fois, et il faut indiquer où sont les fous, les fanatiques qui font ça. Donc les terroristes étaient là-bas, ce sont des acteurs parfaits pour cette opération. Sans eux, il ne peut pas être aucun attentat de type de l'Occident. Vous avez
les musulmans, ou vous avez les anarchistes en Italie. Les anarchistes étaient les éléments répétés. Alors, dans la bombe du 12 décembre 1969, en Italie, à la Banque d'agriculture, qui a commencé la stratégie de l'attention en Italie, le jour après, le Corriere della Sera titulé était Valpreda, l'anarchiste, un jour. Après 20 ans, on a découvert que Valpreda n'était absolument pas lui et que l'opération était organisée par les services secrets italiens et américains. Vous voyez, c'est la même chose exactement. Seulement que cette fois, ils ont choisi le grand ennemi islamique. Donc, en fait, la chose est une autre démonstration que Israël était impliqué dans cette opération, parce que les islams ennemis jurés de l'Occident a été joué très bien pour la politique israélienne en Palestine. Donc, tout se touche, tout est logique. Nous allons essayer de ne pas mourir idiots. Une nouvelle question? La presse en général parle vraiment très peu ou seulement épisodiquement des éléments de doute sur le 11 septembre ou d'autres événements comme ça d'ailleurs. Mais selon vous, à quoi c'est dû? Je veux dire, si on prend une explication populaire, on peut imaginer quelque chose d'assez paranoïaque, du genre un agent des services secrets derrière chaque rédaction. Mais je ne pense pas que c'est vraiment le cas, ça serait trop simple. Donc selon vous, pourquoi la presse réagit si peu ou est bâillonnée ou ne lance pas au moins un débat, si ce n'est des éléments? La presse, historiquement, dans la société libérale, a été définie comme le quatrième pouvoir. Mais aujourd'hui, le quatrième pouvoir n'existe plus. La presse, en général, quand je dis la presse, je dis la télévision, le système, le mainstream media, comme disent les Anglais, sont partis directs du pouvoir, partout. En Occident comme en Orient. En Italie, comme en France, comme en Chine, comme en Russie. Exactement la même chose. Donc, parce qu'on parle des actes criminels d'un pouvoir, la presse ne peut pas raconter rien de ça. Et parce qu'il est très difficile même de raconter ouvertement la mensonge, la solution la meilleure, c'est de fermer la porte, de ne parler de rien. C'est le système meilleur, le plus formidable, de raconter des mensonges, de taire. Ce qui arrive toutes les mainstream médias mondiales. Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un film, parce que c'est le système le plus fort existant pour combattre avec cette conjonction néfaste, c'est-à-dire le pouvoir et l'information. Pourquoi c'est passé comme ça? L'histoire est très longue, on n'a pas le temps de l'examiner, mais ça en fait. Le système médiatique moderne est devenu l'agent principal de la destruction de la démocratie en Occident et partout. Et je le dis directement, avec certitude, parce que vous savez, si vous regardez le palincesto, le programme télévisé, prenez un de votre journal et regardez ce qui passe à la télévision. N'importe quelle chaîne télévisée. Prenez, regardez, faites un petit décompte. Combien est l'information que le citoyen ici ou partout voit? Je vous donne les proportions. 80% et plus n'est pas information du tout. 80% et plus est entertainment, comme on dit, divertissement et réclame. Moins de 10% est information dans le strict sens du mot. Et là-bas, plus ou moins, vous avez quelquefois quelques vérités, quelquefois quelques analyses intéressantes. La plupart, ce sont des stupidités, du gossip, la dégradation humaine, intellectuelle. Mais n'est pas important ce qui se passe dans ces 10%.
la part plus importante de ce qui se passe pour le grand public, c'est les 90 et plus % de divertissement et de réclame. C'est là-bas que se joue la vraie partie sur les idées. C'est là-bas qu'ils nous ont éduqués, ils nous ont transformés tous dans consommateurs compulsifs. Nous sommes devenus tous consommateurs compulsifs. Et notre petit garçon, encore 10 fois en plus. C'est une autre génération de stupides, de consommateurs compulsifs, qui va s'enlever. Et autour de nous, on voit croire cette absolue stupidité totale, parce que c'est le suicide de l'humanité, comme j'ai dit avant. Il faut réduire la consommation inutile. Mais si on réduit la consommation inutile, tout l'empire va s'écraser. S'effondrer comme les tours. Hein? Comme les tours. Comme les tours. Oh, voilà. Bien, ça va bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'information. L'information n'est pas intéressante pour eux. C'est la manipulation qui est intéressante pour eux. Et donc, si vous voyez après chaque jour, qui va contrôler même le contenu de ce qui se passe chaque jour, dans chaque heure de transmission télévisée ou dans chaque page du journal, qui va contrôler ça? Ceux qui ont la publicité. La réclame, ça détermine tout. Et donc, il n'y a pas aucune possibilité de sincérité. Donc, les journalistes qui sont à l'intérieur de ce système de contrôle en direct, mais puissant, et pas le journaliste, un journaliste, je vous dis. J'ai essayé plusieurs fois de faire passer des autres contenus, mais très difficile, très difficile, même pour moi, que je suis un vieil journaliste avec une grande expérience et une certaine norme. Mais pensez à un garçon de 25 ans qui a terminé l'université et commence à faire le journaliste. Vous pouvez entrer dans une rédaction de journal et dire « je voudrais raconter la vérité ». C'est impossible même de le penser, parce que la première fois, peut-être qu'ils sont un peu pas distraits, comme on peut dire, ils ne sont pas concentrés, peut-être qu'un article va sortir. Mais le deuxième, c'est très difficile. Le troisième, vous êtes éliminé. Au troisième, vous êtes éliminé. Pour devenir directeur d'une importante chaîne télévisée ou journal, n'importe, vous devez avoir donné la preuve que vous êtes capable de raconter n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il y a des exemples qui sont terribles, qui sont pas, il n'y a pas une commission officielle des examens, mais par exemple, les examens se font comme ça. Vous serez invité en soirée, avec le propriétaire ou avec les conseillers d'administration, et vous écouterez ce soir, ce qui doit être dit. Et si le matin suivant, vous allez au travail, vous avez déjà oublié la leçon que vous avez reçue le soir, vous serez au dehors. Si vous l'avez compris, vous serez à l'intérieur, vous serez payé très bien, ils vont vous proposer des choses merveilleuses, etc., etc., etc. Ça va comme ça. Il n'y a pas d'alternative pour le moment. Donc l'alternative, c'est la conscience populaire et l'organisation populaire. C'est ma idée. Donc, si je pense comme ça, je dis un exemple très élémentaire. Le matin, vous sortez de la maison, achetez un journal et regardez ce qui se passe. Et si le journal ne vous dit pas la vérité, il faudrait organiser une manifestation immédiatement, demander la vérité. Si autour de chaque journal serait une organisation populaire de base, de cellules, de comités, pour la vérité de l'information envers la télévision, envers les journaux locaux, etc., ça va créer une situation de défense collective généralisée. Et c'est dans cette façon-là, si on commence une bataille politique pour l'information, on peut obtenir des résultats. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Mais il faut s'organiser. Il n'y a pas personne qui nous vient donner la vérité. Il n'y aura pas de
pression. Parce que les journalistes, individuellement, ne peuvent, dans cette situation que j'ai décrite, ne peuvent pas le faire. On ne peut pas prétendre de chaque journaliste d'être un héros. Chaque de nous qui a une famille. On a la femme, on a les garçons, on a la famille, on ne peut pas abandonner le travail. Et si on fait la bataille toute seule, on va perdre en tout cas. Donc la plupart acceptent et deviennent des serviteurs, pas des journalistes. Alors, pourquoi ils ne parlent pas de l'11 septembre? Pour les raisons que j'ai dit, l'11 septembre c'est le tabou de pouvoir. C'est l'Amérique, c'est l'Empire. On ne peut pas offendre l'Empire. Donc il faut taire. Je pense que j'ai raison. Hein? Oui, encore une question, je pense, sur ce côté-ci, et on vient ici après. Obama a dit en parlant du 11 septembre qu'il ne fallait pas remuer le passé. Samedi dernier, il y a un juge new-yorkais qui a refusé d'accepter le référendum, une initiative populaire de 80 000 New-Yorkais qui demandait une réouverture de l'enquête. Je pose la question, comment et à qui demander une réouverture de l'enquête? Comment et à qui? Le mouvement international qui existe, qui est significatif, a basculé entre deux hypothèses. C'est la première, c'est de demander de créer les conditions pour la formation d'une commission internationale indépendante. C'était la première idée. C'était aussi ma première idée. Parce que si nous pensons qu'aux États-Unis, quelqu'un va prendre l'initiative de faire une autre commission, je pense que nous sommes au dehors de la possibilité. Je suis réaliste. Alors l'autre hypothèse était, commençons à recueillir des intellectuels partout le monde, des intellectuels, des professeurs universitaires, des députés, des acteurs, etc. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a plusieurs initiatives dans ce type-là, mais la dernière était la création de Actors and Artists and Actors for the Truth 9/11. There is a site AA Truth 9/11. C'est la perspective la plus raisonnable. Sur la base de l'expérience qu'on a fait pendant la guerre du Vietnam, vous êtes très jeune et je ne pouvez pas rappeler, mais à l'heure, il y avait la commission Bertrand Russell avait travaillé pour réunir, il avait réussi, il avait fait une organisation de centaines d'intellectuels mondiaux qui n'étaient pas à la base de la victoire de la défaite américaine et de la victoire vietnamienne. La victoire vietnamienne a été réalisée par les Vietnamiens qui ont battu les Américains sur le terrain de la guerre. Mais en tout cas, l'influence intellectuelle était très forte. Donc, je pense qu'il serait une très bonne initiative même de créer cette comité internationale pour la réouverture de l'enquête. Pas pour avoir notre enquête, mais pour presser. C'est ma personnelle opinion. C'est la meilleure chose. Parce que, en répondant encore à la question des journalistes, si le mouvement des médias, si les médias se trouvent avec une grande coalition intellectuelle, significative, avec prestige, avec force, par tout le monde, qui dit ce problème est ouvert, il faut l'ouvrir. Bien, je pense qu'une partie des journalistes vont trouver un certain courage. Même certains médias peuvent décider de parler de ça. Donc, il faut travailler politiquement, très simple. Il faut élargir la quantité de personnes qui connaissent cette chose. Il faut choisir. Vous avez ici un comité très fort, très intéressant, une des plus fortes qui existe en Europe. Ils ne le savaient pas, mais c'est comme ça. C'est un comité. Le comité qui a organisé ça, c'est une initiative politique de première importance. De première importance. Donc, il faut la soutenir. Mais il faut penser que partout, des groupes comme ça peuvent arriver. Dans une association comme celle-ci, j'ai entendu, on peut discuter de plusieurs choses, pas seulement de l'11 septembre. On peut faire une activité culturelle, on peut donner de l'information, on peut donner des éléments à la jeunesse. Les jeunes n'ont pas aucune expérience organisationnelle. Les partis sont finis, les vieilles partis travaillent d'une façon très loin de la population, ils n'ont pas aucune capacité de répondre. Donc il faut comprendre que nous sommes dans une situation dans laquelle, d'en bas, il faut qu'ils sortent une nouvelle pression politique.
légitime, démocratique, intelligent, acculturé, basé sur les données, sur les éléments de fait. Et ça nous aidera à trouver des professeurs universitaires, des intellectuels qui ici et après, dès demain, dans une autre ville et après au niveau européen, avoir une large rencontre intellectuelle et des personnes qui ont prestige. Parce que nous vivons dans la société du spectacle. Sans ceux qui ont spectacle et prestige, on ne peut pas parler au reste du monde. On n'a pas les médias. Donc il faut arriver à la grande partie de la population ou à une partie significative de la population. Donc c'est là déjà le résultat. On travaille comme ça et pour ça. De ces paroles, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu ce soir. Je vous souhaite un bon retour chez vous et peut-être une prochaine conférence sur le 11 septembre ou un autre sujet qui pourrait vous passionner. Merci et bonne nuit.